Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce numéro de Coup franc. Moins de 2 mois après la fin du dialogue national inclusif, où en sommes-nous avec les principales résolutions, notamment celles concernant le dialogue avec les deux chefs djihadistes maliens Iyad Agali et Amadou Koufa et la tenue des élections législatives au plus tard le 2 mai 2020. Et pour en parler ce soir, notre invité, M. Mohamed Cherif Aïdara, le président du Conseil supérieur de la diaspora malienne. M. Aïdara, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Je le disais tantôt, vous avez pris activement part au dernier dialogue national inclusif, d'ailleurs le premier, alors au Mali, avec des propositions, notamment celles concernant le dialogue avec Iyad Agali ou Amadou Koufa, deux chefs djihadistes qui ne sont pas du goût de Paris ou encore peut-être de Washington. En 2017 déjà, lors de la conférence d'entente nationale, vous avez suggéré qu'il faut dialoguer avec ces deux chefs-là. Et vous allez même aller plus loin en demandant à ce qu'on cède même une partie du pays s'ils veulent appliquer la charia. Où en êtes-vous actuellement? Merci pour l'invitation. Je vais vous corriger, je ne les ai pas dit. Je n'ai pas dit plutôt de céder une partie du pays. Le Mali est une république unie, indivisible et laïque. Effectivement, et nous avons participé à ces dialogues que nous avons, avec tant d'autres personnes, initié l'apaisement du climat politique après les élections présidentielles. Et cela a abouti à un dialogue national inclusif. Pendant la résolution, effectivement, nous avions tous émis notre souhait de voir une décrispation du climat, d'une tension, d'insécurité. Et à l'unanimité, nous avons décidé de négocier, on a recommandé de négocier avec Iyad et Amadou Koufa, qui sont des personnes qui ont une vision assez claire de ce qu'ils veulent. Leur déclaration prouve à suffisance ce qu'ils voudraient avoir comme étant un pays comme le Mali. Notre position est la suivante. Nous nous sommes dit, nous n'allons pas inventer l'histoire. Il y a eu des crises partout dans le monde entier et c'est fini par un dialogue. Quand vous prenez l'exemple des FARC, ils ont fait 53 ans de rébellion. Ils ont fini par négocier. Et les Américains qui ont été à tort, parce que Bush a dit qu'il y avait des weapons of mass destruction en Irak. Ce qui n'était pas vrai. Ce qui n'était pas vrai. C'était pour d'autres raisons. Ils ont fini par non seulement quitter, et aussi par dialoguer avec l'ennemi d'hier, qui était l'Iran, pour avoir une sortie honorable. Et vous avez certainement remarqué ces temps-ci, les Américains aussi qui étaient en Afghanistan tentent de négocier à Doha, au Qatar. Ils sont en train de négocier. Ils sont en train de négocier. Et l'une des personnes de ressources aussi, c'est un ancien président qui les aide à négocier. Nous avons l'Algérie, un pays voisin qui est très important pour notre politique extérieure, notre sécurité, qui a été également confronté avec des problèmes djihadistes pendant très longtemps, et ils ont fini par négocier. Et aussi, donc, nous ne voyons pas pourquoi aujourd'hui on ne négocierait pas avec Iyad et Amadou Koufa. Parce que pour nous, et quand je dis pour nous, je parle en tant que Malien, je parle en tant que quelqu'un qui vient du centre, de Mopti, nous vivons ça de tous les jours. Donc, négocier avec eux est une très bonne chose. C'est vrai que les négociations proprement dites n'ont jamais en fait cessé. Mais il ne fallait pas heurter la sensibilité des populations. Vous savez, nous nous sommes retrouvés dans une situation qu'on n'a pas demandé peut-être. Et l'État n'ayant pas d'amis, a des intérêts. Mais il faut qu'on le dise, et qu'on le dise encore, et à chaque fois qu'on a l'occasion, c'est la politique extérieure de la France et ses alliés qui ont détruit la Libye. Malheureusement, c'est aussi avec 20 pays qui ont été mandatés aux Nations Unies pour en finir avec Kadhafi, y compris les chefs d'État africains. Donc, c'est la destruction de la Libye. On pense notamment à l'ancien chef d'État sénégalais Abdoulaye Wade, qui a demandé à Kadhafi
purement et simplement de partir du pouvoir. De partir du pouvoir. Ouais. Donc, et cela a été une déception totale de nous, les Africains, qui vivent en dehors de nos pays respectifs. Et les conséquences a été la déstabilisation de cette partie du Mali, qui est la zone, et cela a coïncidé au départ des djihadistes de l'Afghanistan, de Al-Qaïda, et il fallait trouver un endroit encore plus large, plus fertile. Plus fertile. Ouais. Et nous sommes fondés de croire que l'entretien que notre pays ami et frère l'Algérie a maintenu depuis très longtemps, et il fallait que le djihadiste qui était en Algérie puisse trouver là où aller. Donc cette partie a été une zone fertile, comme vous l'avez si bien dit. Donc notre position était simplement réaliste. En 2017, j'ai demandé de négocier, on a failli me lyncher dans la salle. En 2018, un ami m'envoie un lien, je l'ouvre et je trouve que c'est International Crisis Group qui recommande de négocier avec Iyad Amadou Koufa. Oui. Et aujourd'hui, le problème étant devenu un problème de tous les pays du Sahel, qu'on a appelé les G5 Sahel. Et ces G5 Sahel est composé de 5 États, tous qui vivent aujourd'hui à des degrés différents. Des attaques djihadistes. Des attaques djihadistes. Oui. C'est comme si aujourd'hui c'est Burkina, demain le Niger, le Mali, le Niger. C'est répétitif. Cependant, nous avons 32 nationalités qui sont venues ici après l'événement de 2012. Bien entendu, à notre demande. Mais notre demande, on n'a pas demandé les Nations Unies de nous envoyer 15 000 militaires. Ce qu'on a demandé à l'époque, c'est une couverture aérienne et un appui logistique. On a demandé de forces africaines de soutenir l'armée malienne. Ouais. On n'a pas demandé les Nations Unies de venir nous aider. La France, elle-même qui dit aujourd'hui ce nombre de choses, ouais. Et Dominique Villepin s'est opposé aux Nations Unies en disant 3000 hommes c'est trop. Oui, d'accord, on va arriver à la question des négociations. Oui. Mais toujours, hein, M. Aïdara, comment est-ce qu'on peut comprendre que le gouvernement malien ne tient pas le même langage? Le haut représentant du chef de l'État pour le centre, en la personne de l'ancien président de transition, le professeur Dioncounda Traoré, a récemment tenu une conférence pour expliquer qu'il a effectivement engagé des négociations avec Iyad Agali et Amadou Koufa. De l'autre côté, c'est le ministre des Affaires étrangères, Tiemble Dramé, qui dit que la question n'est pas à l'ordre du jour. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne tient pas le même... On sait que le chef de l'État a bien nommé Dioncounda Traoré comme représentant dans le centre du pays et son ministre des Affaires étrangères qui le prend à contre-pied. Pourquoi? Et ce discours, c'est surtout pour nos partenaires. J'ai eu à le dire pendant la restitution de Dioncounda il y a juste près de 10 jours. Et vous savez, nous sommes dans un partenariat avec l'ensemble de la communauté internationale. Oui. Il y a 32 nationalités, nous avons près de 30 000 soldats qui sont là, et il y a eu énormément de morts. Il y a eu 153 de l'aménagement. Le contingent de l'histoire des Nations Unies le plus meurtrier, et rien que la France a perdu 44 soldats. Et nous avons des pays comme le Niger, le Burkina, le Togo, le Togo et ces pays qui sont membres des G5 Sahel, qui sont là pour soutenir l'aménagement et le Mali. Donc négocier sans avoir l'aval de nos partenaires aurait mis dans une position de faiblesse nos partenaires. Donc si négociation doit y avoir, nous, à notre humble avis, il fallait que ces partenaires également acceptent qu'on négocie. Maintenant, ces partenaires, le pays qui est notre partenaire direct, qui est la France, oui, ne voit pas de bon œil quand vous avez des personnes sur la liste à éliminer et ils ont des personnes qui meurent ici et que nous négocions. Donc, je vais vous expliquer rapidement ce qui s'est passé pendant le bon office de Mahmoud Dicko. Oui. C'est le président Macron même qui a appelé le président Ibeka pour lui dire que je ne peux pas accepter que nos soldats meurent sous 45 Il y a des négociations commandées par le Mali. Commandées par le Mali et vous négociez avec eux la nuit.
voilà comment la commission a été dissoute. Ça a coûté même le poste de notre grand frère. Donc, et ça, c'était la position de la France. Il faut comprendre également la France. La France a été le pays qui a convaincu, bien qu'ils étaient réticents, mais ils ont fini par convaincre l'ensemble des partenaires et du Conseil de sécurité pour la résolution qui a permis à la MINUSMA d'être là. Donc, dans ces cadres-là, ils estiment que rien ne peut être fait sans le consulter au préalable. Ce que je comprends. Mais les choses ont évolué. Nous, on n'a jamais cessé de négocier. Nous, je dis le Mali. Le Mali. Le Mali n'a jamais cessé de négocier. Vous avez suivi l'épisode de Alassane Bari tout récemment. Ouais. Et bien avant Alassane Bari, pendant la transition, le grand frère Tchiblé, qui était ministre à l'époque, il a aussi fait une mission en Mauritanie avec Moustapha Diko. Donc, la négociation n'a jamais cessé en fait. Mais ce que nous faisons, ce que nous pensons être cohérent et correct. Mais est-ce que finalement, ce n'est pas deux poids, deux mesures quand on voit le gouvernement qui négocie quelque part, tout tranquillement, mais quand il s'agit de parler très fort, alors il se rétracte? Ce message, c'est pour nos partenaires. Vous savez, il y a une consommation de nos partenaires internationaux. Ce n'est pas la consommation locale. Mais les choses ont changé. Djibril Dramé, c'est quelqu'un qui connaît très bien ce que ça veut dire la politique extérieure. Il a été ministre des Affaires étrangères. Djibril Dramé, c'est quelqu'un qui s'est toujours battu pour le bien-être du Mali, pour la démocratie. Il a fait la prison. Il est toujours resté convaincu dans cette posture. Donc Djibril tient au soutien de nos partenaires. Donc il ne fait poser aucun acte qui soit dommageable pour le partenariat avec nos pays partenaires dans cette situation. Donc ce qu'il a dit, j'estime, et je le dis d'ailleurs, que ce n'est pas pour les Maliens, mais il l'a fait plutôt pour nos partenaires. Mais les choses ont bougé depuis. Parce que si vous voyez... même lors du sommet des Pau le 13 janvier dernier, presque tous les chefs d'État du G5 Sahel ont appelé à dialoguer quand même. On sait que le problème des djihadistes n'est pas que guerrière, c'est un problème également de développement. Il faut nécessairement négocier. Mais justement, c'est là où il y a une petite ambiguïté parce que pendant le sommet de Pau, notre président et les autres ont dit qu'il faut négocier avec eux. Et la France n'a pas été contre. Et je suis heureux aujourd'hui de savoir, avec tous ceux qui ont suivi France 24, que le président a dit clairement qu'il faut négocier. Il faut négocier, absolument. Vous voyez Djemunda, professeur Djemunda, venir dire quelque chose qui ne soit pas en avant du président. Ce que nous déplorons, c'est un manque de coordination entre le haut représentant du centre du chef de l'État et le ministre des Affaires étrangères. Et il faut une coordination. Mais c'est suffisamment grave quand même quand on sait que c'est au sein d'un gouvernement, un haut représentant désigné par le chef de l'État, un ministre des Affaires étrangères nommé par le président de la République, qui ne semble pas s'entendre parce qu'il faut se contenter les partenaires internationaux du Mali. Est-ce que c'est réaliste? Oui, mais il y a eu un manque de coordination, c'est vrai. Et je crois que le lendemain, pas que je crois, le lendemain, Djibril Dramé a été voir Djemunda, ils ont fait une heure ensemble, je ne sais pas ce qu'ils se sont dit, mais il y a eu, je pense que c'est un apaisement. Un apaisement. Ces genres de situation ne vont pas s'arrêter. Et le président vient de renouveler son soutien indéfectible à la mission qu'il a confiée à Djemunda. Il a dit clairement. Ah, oui. Donc, du moment où maintenant les choses sont dites, et je pense que Djibril aura eu tout le mérite pour apaiser nos partenaires, pour dire, bon, c'est une décision du DNI, parce qu'au courant du dialogue national inclusif, nous avons demandé de négocier. C'est-à-dire le peuple souverain de Mali a demandé de négocier avec IAD et Amadou Koufa. Donc aujourd'hui, le président de la République a dit clairement qu'il y a plusieurs solutions, mais parmi lesquelles il faut privilégier le dialogue. Le dialogue. Donc ça veut dire aujourd'hui, nous sommes heureux de savoir qu'on parlera le même langage et M. Djibril Dramé aura préservé la position et aussi aura pris en compte de susceptibilité de nos partenaires qui ne peuvent plus aussi soutenir ce rythme de mort de leurs soldats. Ouais. Donc il faut bien qu'on trouve une solution. Maintenant, la question fondamentale pour nous, on va négocier avec IAD et Koufa. Comment? Quand il dit justement, quand vous avez pris la parole pour
exprimer vos convictions. Beaucoup, ça a suscité des réactions, notamment de la part de certains ressortissants de la région du centre. Ouais, mais dites-nous exactement, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Alors, pourquoi vous a-t-on critiqué? Pourquoi a-t-on élevé le ton en pensant que vous avez des affinités avec les djihadistes? bon, non, pas du tout. En fait, le djihadisme, d'ailleurs, c'est tout musulman se bat tout le jour pour le djihad. Mais il faut éviter de faire un amalgame entre le djihadisme et le terrorisme. Un terroriste est un homme qui commet de la terreur. Le djihad, c'est une conviction religieuse qui s'exerce tous les jours pour s'approcher à son créateur. Donc, j'aimerais bien qu'on change le nom djihadiste au terrorisme. Alors, mais justement, quand on entend souvent ces terroristes, ils confondent eux-mêmes, d'ailleurs, qui ont mis ça dans la tête du pauvre citoyen. Oui. Ils parlent, ils combattent pour le nom d'Allah. Quelque part, ils prennent des personnes qu'on met dans des mosquées pour se faire exploser. Comment tuer ces co-religionnaires quand on parle du djihad? Justement, tout ce qu'on répète très souvent et pendant très longtemps finirait par être cru. Je vous donnerai juste un exemple en anglais. Vous savez, le mot gay, en français, ça traduit un homosexuel. Même en anglais aussi. Un mot gay veut dire quelqu'un qui est joyeux, quelqu'un qui est très content et toujours. Voilà ce que ça veut dire gay. Mais si je vous dis gay, vous allez me boxer. Tout de suite à l'homosexualité. Parce que ça a été collé à ces pratiques. Donc, ils ont collé le mot djihadiste au terroriste pendant très longtemps. Donc, tu dis djihadiste aujourd'hui, on dit carrément c'est un terroriste. Alors, pour revenir à la question, et beaucoup de personnes ont mal compris mes explications. À la sortie de cette rencontre, et je présente mes excuses pour tous ceux qui m'ont mal compris, parce qu'ils ont sorti ce que je dis dans le contexte. Ce que je dis en Bambara, c'est un arabe qui parle Bambara. Alors, je dis, quand on veut négocier avec quelqu'un, il faut qu'on lui offre quelque chose. Il dit, si Koufa et Iyad voudraient qu'on leur donne une partie de la région de Mopti pour appliquer la charia, je dis, moi, je ne trouve pas de problème. J'ai donné l'exemple de Nigeria. Mais, comparaison n'est pas raison. Nigeria est une république fédérale du Nigeria. C'est-à-dire basée sur la constitution nigériane. Mais le Mali est une république laïque, unitaire. On n'est pas encore au fédéralisme. Alors, c'est un exemple que je donnais et je ne pouvais pas prendre une autre raison que ma raison. Et pourquoi je me suis basé pour le dire? Je le dis, Mopti, la première personne au Mali qui a combattu pour implémenter l'islam qu'on appelle le djihad, s'appelait Sekou Amadou. Il a créé une ville qui s'appelait Hamdallah à côté de Soufroula. Et cette ville était une grande ville à l'époque. Cette ville vivait à côté de Dogon, de Bozo, de Bamara et de Bobo. Ils ont vécu en harmonie. La deuxième personne qui est venue pour le djihad, qui est un Sénégalais, qui est rentré par la Guinée, qui est venu par Kaï, à Ségou, il est allé à Hamdallah. C'est El Haj Oumar Tall. El Haj Oumar Tall s'est installé également à Hamdallah, et son fils Amadou, El Haj Oumar Tall, s'est installé à Banyagra. Et Banyagra, c'est où? C'est pas un pays de Gon. Ça, c'est un facteur important. Moi, personnellement, mon grand-père maternel est un des adeptes d'Endogon, un talibé d'Endogon. C'est ce dernier qui l'a indiqué là où il faut aller s'installer, qu'on appelle Diou. Et voilà comment je suis devenu de la région de Mopti. Et c'est l'un des plus grands cheikhs de notre époque, des 3 dernières décennies. Il s'appelle Seck Sala. Donc, tout le peuple que tu vois à Mopti, ils sont ou des talibés de Seck Sala, ou des talibés de Seck Sala, ou de Kunta. Donc, c'est-à-dire l'existence de l'islam n'a jamais causé problème dans cette localité. Mais pas du tout. Pas du tout.
Mais pourquoi subitement il y a eu effritement de la paix, de la cohésion sociale dans cette partie, dû à l'interprétation des textes coraniques Non, pas du ou tout. du mot djihadiste? C'est pas du tout. Le Coran est resté le même, mais il y a d'autres intérêts géopolitiques qui est venu se greffer dans ce que nous connaissons tous aujourd'hui, et des personnes qui ont eu à s'identifier par rapport à la revendication, par manque, par endroit de l'autorité de l'État. Donc, c'est un ensemble de choses. Alors, pour revenir à la question, quand je dis on peut donner une partie, et j'ai même dit que si on fait de cette partie, je dis aux journalistes en face de moi, je dis toi et moi-même, on peut aller déménager là-bas. Et celui qui ne veut pas déménager, je dis tu peux aller à Sigasso ou à Bamako ou ailleurs. Donc ça fait très mal à beaucoup de personnes. Ça a heurté les sensibilités. Ça a heurté les sensibilités. Oui. Je présente mes excuses. Ce que j'ai simplement voulu dire, je suis heureux de savoir aujourd'hui que le président de la République même a dit à France 24 qu'il faut négocier. Qu'il faut négocier. Ouais. Maintenant, la question fondamentale, qu'est-ce qu'on va les offrir? Donc moi j'ai pensé, si on leur dit, alors, nous sommes une république, l'unicité du Mali est non négociable. La laïcité aussi. La laïcité est non négociable. Quand on négocie, on va négocier quoi? On va arriver à quoi? Alors, j'ai donné ce que je pense comme étant ligne de proposition qui n'engage que ma personne, qui n'engage pas la diaspora, qui n'engage qu'un musulman, des ressortissants de Mopti, en disant, si ils veulent réhabiliter Hamdallah, ça peut être une ville pour dire, bon, vous ne pouvez pas nous rendre tous des croyants comme vous le croyez, mais le Mali étant indivisible et laïque, laïcité veut dire que vous pouvez pratiquer votre croyance en toute sécurité. Oui. Voilà une partie peut-être là où vous pouvez rester. Celui qui veut vivre comme vous peut quitter Bamako ou ailleurs pour aller là-bas. Voilà ce que je voulais dire. D'ailleurs, ce n'est pas Sogroni votre proposition. On sait que dans un pays voisin du Mali, notamment le Sénégal, il y a une ville sainte, la ville de Touba, où il n'y a que l'islam comme religion, mais ça n'a jamais causé de problème véritablement à la cohésion sociale au Sénégal. Justement, parce que mes frères qui sont là-bas, la plupart d'ailleurs parmi eux, ce sont des Dogons, ils sont sentis concernés et parce qu'ils subissent beaucoup d'injustices, d'assassinats et souvent imputé au Peul, ce qui n'est pas aussi vraisemblable, qui n'est pas vérifié. Voilà, non, la plupart, il y a beaucoup de Peul là-dedans, mais il y a aussi d'autres nationalités. Donc, l'amalgame qu'on veut éviter aujourd'hui, que le nom Peul soit lié associé au djihadisme. Non, non, je ne suis pas d'accord. Le nom Peul n'est pas associé à un terroriste. Donc, ça, je le comprends. Mais tout ce que je cherche aujourd'hui, c'est que, en tant que Malien, en tant que association de Mopti, je suis également le premier concerné comme eux. Si aujourd'hui on peut négocier avec eux, c'est de leur dire, et voilà ce que nous pensons être l'une des solutions. Peut-être ils en ont d'autres propositions qui sont pertinentes. Mais la question qu'on se pose avec l'état actuel aujourd'hui de l'état malien, qu'est-ce qu'on peut offrir à Koufa et Yad? C'est de la tienne quand même fondamentalement, c'est que l'existence, il faut que la charia soit appliquée sur l'ensemble du territoire malien. Donc sûrement, pour négocier avec eux, il faut accepter certaines de leurs doléances. Mais oui, mais lesquelles en fait? Parce que le Mali ne sera jamais un pays islamique. C'est pas possible. On est une république et laïque, et indivisible. Nous ne sommes pas une fédération pour l'instant. Et je ne pense pas qu'on sera également une fédération. L'autonomisation des régions ne signifie pas fédéralisme. Donc, mais notre pays est un pays qui est l'un des plus grands pays du monde en termes d'histoire. Et je suis sûr que le problème que nous vivons aujourd'hui, ils sont à la hauteur de notre capacité de le surmonter et de résilience. Moi, je suis convaincu de ça. Le problème que nous faisons face aujourd'hui, c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala sait qu'on peut également les affronter et trouver une solution. Moi, je suis convaincu qu'on pourra trouver une solution. Il suffit de garder son calme, voir l'autre en face, essayer de comprendre ce qu'il veut. Et je suis sûr que quand on va s'asseoir et parler avec eux, on trouvera une solution
acceptable. Donc, vous vous inscrivez durablement dans même l'idéal, la proposition du chef de l'État, qu'il a dit au sortir du sommet d'Addis Abeba, le 33e sommet de l'Union africaine, qu'il faut négocier avec Yadagali et Amadou Koufa. Vous vous inscrivez dans cette logique-là? Absolument. Et le président de la République peut compter sur mon soutien personnel et le soutien de toute la région de Mopti, un accompagnement, un soutien indéfectible pour qu'on puisse arriver. C'est quelqu'un qui connaît ce pays. Il connaît la communauté internationale. Il a été conseiller. Il a été ambassadeur. Ministre des Affaires étrangères. Ministre des Affaires étrangères. Il a été Premier ministre. Il a été président de l'Assemblée nationale. Oui. Il a gravi tous les échelons. Et il a fait des années à traversant le désert avant d'accéder au président de la République. Et il est arrivé comme président. Il a trouvé un pays, mais il n'a pas trouvé un État. Donc, il a eu la tâche la plus difficile en tant que chef d'État dans l'histoire de l'Afrique de l'Ouest. Et ça, beaucoup de gens ne font pas attention. Donc aujourd'hui, pour que lui, il dit, il faut qu'on en négocie, personne ne pourra venir trouver mieux. Et le professeur Djamouda a fait la prison. Ouais. Avec Djibril Dramé d'ailleurs, pour la cause de la démocratie. Il a été ministre des Affaires étrangères, il a été ministre de la Défense, il a été président de l'Assemblée. Et président de la transition. Voilà, la transition la plus difficile que nous avons connue. Donc ces deux personnes ne peuvent pas juste décider de faire quelque chose comme ça. Ils savent très bien, avec tout ce que Djamouda a fait comme travail, il a interviewé plus de 500 personnes pour comprendre le problème. Et nous, on est convaincus, il a fait une saine appréciation de la situation avant de décider d'aller vers une négociation. Donc, mais comment est-ce que le président Ibeka va s'y prendre, M. Haïdara, quand on sait que d'une part, il appelle à une mobilisation contre le terrorisme au centre et dans le Sahel, même dans la région Sahel, et quelque part, il veut négocier et Paris qui ne semble pas être d'accord complètement. Ah si, tout ça. Le sommet de Pau, ils ont dit clairement au président Macron, il faut négocier. Et le président n'a pas donné un avis contraire. Le même Macron qui a appelé pour dire qu'il ne peut pas accepter qu'on négocie avec eux, le même Macron a accepté qu'on négocie aujourd'hui avec les djihadistes. Et cela a été dit à Pau. C'est que M7, certainement à la primaire aujourd'hui de savoir comment est-ce qu'on sait tout ça. Mais c'est ce qui a été dit. Maintenant, ce que nous recommandons, comme on est dans un espace G5 Sahel, c'est de réunir l'ensemble des acteurs de ces 5 Sahel pour avoir une position commune. Qu'il n'y a pas, le problème étant le même partout, donc qu'il y ait une tête de fil de négociation, ça peut être le commune, oui. Mais qu'il y ait une task force ici de ces 5 pays qui va aller dans le même sens de négociation. Que la négociation soit une négociation de G5 Sahel, l'ensemble de ces pays. Mais est-ce facile de parvenir à une négociation commune avec les djihadistes venant du G5 Sahel quand on sait que des pays comme la Mauritanie semblent ne pas être très touchés quand même par les attaques djihadistes? Comment expliquer cela? Est-ce que la Mauritanie va être favorable? C'est une bonne question. Mais peut-être qu'on devrait aller suivre l'école de la Mauritanie. Ils sont du G5 Sahel, ils n'ont jamais été attaqués. Il n'y a jamais eu d'attaque là-bas. Donc on devrait aller à l'école de la Mauritanie pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Quel est le secret? Quel est le secret? Donc je suis sûr que Mauritanie pourra nous aider. Il y a aussi un autre aspect important. Si la France aujourd'hui a accepté qu'on négocie, je suis sûr que la France encore a d'autres leviers. D'autres leviers pour que ceci-là accepte la négociation. Vous savez, il y a un pays comme des pays arabes comme le Qatar et d'autres, on sait qu'ils donnent de l'argent. Il faut qu'ils arrêtent de donner de l'argent si on veut négocier. Cette négociation ne pourrait aboutir que si l'Algérie soutient la négociation. Donc, si c'est aujourd'hui, c'est de la vision commune de l'ensemble de la communauté internationale pour dire allons vers une négociation, moi je suis sûr que cela va aboutir. Il y a aussi beaucoup d'intérêts qui sont en jeu. Et ces intérêts-là, nous, le pauvre Malien, on subit les conséquences. Mais aujourd'hui, on se réjouit que quand on le disait, on a eu raison très tôt. Aujourd'hui, on se réjouit à M7 de dire
On n'est plus seul à croire ainsi. Et qu'il n'y a absolument rien qui va nous empêcher de négocier. Et si c'est telle est la volonté du peuple. Il est important de souligner, dans les résolutions à court terme, nous avons unanimement décidé pendant le DNI de négocier avec IAD et Amadou Kouba et avec toute autre personne, je dis bien toute autre personne qui peut amener la paix, la quiétude et la sécurité au Mali. L'une des résolutions du dialogue national inclusif, c'est également l'entrée et l'armée reconstituée du Mali, les FAMA et les groupes armés, dans les régions du centre et notamment du nord à Kidal. Le Premier ministre et le Premier ministre malien, le président de la République, tout le monde est d'accord. D'ailleurs, la semaine dernière, au début de la semaine dernière, le lundi, le ministre des Affaires étrangères a effectué une visite en Algérie pour avoir probablement le fait vert d'Alger pour le redéploiement de l'armée nationale reconstituée. Pourquoi Alger, M. Haïdara? Alors, d'abord, c'est une très bonne chose. Ça fait partie aussi des résolutions. Pendant cette DNI, nous avons parlé de renégocier l'accord d'Alger. L'accord de Bamako issu du processus d'Alger. Toutes les négociations ont été faites à Alger depuis 1991, je crois, et 1996. Donc, c'est normal que notre partenaire stratégique et très privilégié, qui est l'Algérie, soit associé. Parce qu'on ne pourra pas trouver une solution sans l'Algérie. Et je pense que c'est aujourd'hui que les FAMA et l'armée reconstituée rentrent à Kidal. Donc c'est une très bonne chose. Le 10 février. Le 10 février. Oui. Il y a eu de très bonnes avancées. On s'en félicite. Alors, l'Algérie, si l'Algérie soutient cette négociation, moi je suis persuadé qu'elle va aboutir. Et l'Algérie n'a aucune raison de ne pas la soutenir également. Donc, parce que simplement, nous sommes liés sur beaucoup de choses, et y compris la paix, la stabilité du Mali est un intérêt pour l'Algérie. Donc, à part les intérêts économiques qui est des licences d'exploration de pétrole, donc il y a d'autres intérêts qui viennent à ligne de compte, mais aujourd'hui, quand tu entends développer l'économie d'un pays, il faut d'abord une sécurité. Parce que quelles que soient les réserves que nous avons aujourd'hui, sans paix, sans sécurité, les permis qu'on les a donnés, je ne vois pas comment ils vont exploiter ces permis-là. Parce que vous avez entendu peut-être dans les réseaux qu'il y a les gens exploitent le pétrole dans le nord. Ce n'est pas l'exploitation du pétrole, c'est le permis. Quand le gouvernement a fait la pression sur ces compagnies algériennes, ils ont commencé à faire un seul puits de forage. Et pour te dire, un seul puits de forage peut coûter jusque dans les 150 millions de dollars. Donc Algérie a commencé à forer. Donc il y a d'autres compagnies qui aussi ont des permis, et dans lesquels où Qatar a 20%, Qatar Petroleum, et Total en a. Donc il y a de gros intérêts qui sont en jeu dans le nord. Et si on exploite ce pétrole, il faut bien qu'on ait un pipe pour que ce pipe puisse évacuer le pétrole. Et le gouvernement, il n'y a pas très longtemps, a essayé de revoir le pipeline qui traversera l'Afrique. L'Algérie s'était opposée à l'époque pour des raisons purement stratégiques. Donc, tout ça, c'est dans l'intérêt de tout le monde. Dès que le djihadisme va cesser, les Maliens ont beaucoup plus de pétrole que beaucoup de pays que vous vous imaginez même pas. D'accord, avant de boucler ce numéro de Cofran, puisque nous faisons ici, qu'il nous reste entre 10 et 11 minutes avant de boucler l'émission, il y a également, M. Haïdara, la tenue des élections législatives avant le 2 mai 2020. On sait que le premier tour, c'est pour le 29 mars. Alors, il y a des rumeurs selon lesquelles ces élections vont être reportées. Qu'en dites-vous? Avant de répondre à cette question, je voudrais d'abord m'adresser à mes frères qui sont de la région de Mopti. Et particulièrement, la plupart qui ont réagi, ce sont nos compatriotes de Dogon, qui ont mal compris votre message. Mon message. Il ne s'agit pas de prendre une partie quelconque du territoire pour donner aux djihadistes ou à quelqu'un d'autre. J'aimerais bien qu'ils comprennent. C'est une façon de lancer un message pour lui dire on est malien. Tu peux quitter ici, aller à Gao pour acheter un terrain et se mettre là-bas, ou on peut créer une ville quelque part, ville sainte, comme a fait le Sénégal avec la ville de Touba, qui est une ville plus récente, plus vivante. Voilà en fait mon message.
Et aussi, je profite pour leur demander des excuses à tous ceux qui ont été heurtés ou ont mal compris mon message. Alors, je réponds à ta question par rapport aux législatives. Oui. Et il faut que ces élections se tiennent. Ça aussi, c'est une des raisons qu'il faut négocier avec Koufa et Yad. Et les élections législatives, notre République ne peut pas se permettre de ne pas avoir son assemblée nationale, digne de ce nom. Digne de ce nom. Et nous savons très bien que les conditions dans lesquelles les élections se sont tenues en 2013, à l'époque, à Mopti encore, il n'y avait pas ce problème. Ils sont pu se tenir à Kidal. Nous savons que la SEMA a fait une déclaration qu'ils n'iront pas aux élections. Parce qu'ils ont fait des revendications très pertinentes pour dire que Minaka et Taoudini, c'est des raisons opérationnelles. Le gouvernement a eu suffisamment de temps pour faire la liste des circonscriptions et aller aux élections parce qu'ils ont déjà des actes qui ont été créés. Oui. C'est par là aussi que nous avons 10 autres régions qui ont été créées. Donc ce qui a été décidé au DNI, et faisons les élections avec les circonscriptions actuelles, qui est ce qui existe, 147 députés. Nous, la diaspora, on est très peinés. Mais est-ce que vous aurez vos députés finalement à la diaspora malienne? On les aura, c'est dans la résolution en 2020, mais nous sommes conscients qu'on doit faire un sacrifice pour la reconstruction du Mali. Vu les enjeux sécuritaires. Vu les enjeux sécuritaires. Nous sommes conscients s'il faut augmenter le nombre de 147 députés, il faut forcément une loi organique. Et cette loi organique ne peut être votée que par l'Assemblée. Et l'Assemblée actuelle, il est important de souligner que c'est le CSM qui a demandé de reporter les élections à 18 mois. S'ils avaient fait à l'époque, ils auraient pu avoir suffisamment de temps pour faire tout ce travail. Mais ils ont fait 6 mois. Après, ils se sont rendus compte, ils ont encore prorogé à 12 mois, ce qui fait le 18 qui avait été demandé initialement par le CSM. Alors, nous avons compris que cette Assemblée ne peut pas voter une loi organique, ni voter une loi référendaire. Donc, ça veut dire, si on doit voter aujourd'hui, on ne peut aller que sur les circonscriptions actuelles et on n'aura que 147 députés. Vous avez dit, remarqué, même quand un député est décédé, on ne peut pas le remplacer parce que ce n'est pas prévu. Donc, nous, notre souci aujourd'hui, que la SEMA dit qu'elle ne part pas, parce que dans sa raison d'ailleurs, ils ont eu raison de dire, vous avez eu tout ce temps-là, vous ne l'avez pas fait, pourquoi encore on va attendre après? Mais je suis sûr qu'ils pourront comprendre les enjeux, peut-être qu'ils viendront à de meilleurs sentiments. En ce qui concerne nous, la diaspora, nous avons demandé si tous les Maliens peuvent se considérer dans un pays en guerre, chacun de nous pourra faire beaucoup plus de sacrifices. Mais ce n'est pas l'impression, M. Aïdara, qu'on a. On a l'impression que le Malien vit tranquillement. On n'a pas l'impression que le pays est véritablement en guerre. Pourquoi? Il était à un festival à Ségou. Non, même hier. Donc non, on ne se considère pas un pays en guerre. Et ça pose problème. Alors que le président de la République, dans son message à la nation, a dit clairement que le Mali doit considérer que nous sommes en période de guerre et que la défense nationale est un devoir sacré. Très bien. Alors ça, il le dit en conformité avec l'article 7 de la Constitution. Quand nous faisons face à une calamité, tous les citoyens ont l'obligation de sacrifier pour l'unité, la sécurité du Mali. Ce n'est pas exactement comment c'est écrit. Donc moi, je considère qu'on est en calamité, on est en calamité. Donc nous, la diaspora, on se dit, considérons-nous, prenons ce qu'a dit le président de la République, mesurons les impacts sur le terrain, et effectivement, on est en guerre. Donc, sacrifice qu'on peut donner, le sacrifice qu'on peut faire, c'est d'accepter qu'on n'ait pas de députés pour cette législature. Mais on demande au gouvernement, comme c'est dans le DNI qu'on les aura en 2020, de nous dire à quel moment exactement. Bien qu'on sait que ce ne serait pas possible en 2020. Parce que déjà, nous avons 16 milliards pour ces élections. Il faut compter le nombre de Maliens établis à l'extérieur. Il faut nous diriger à la région ou à circonscription. Et il faut rendre les 10 régions opérationnelles. Et cela va certainement coûter encore peut-être 12 à 15 milliards. Et il faut un référendum. Et ce référendum, nous voulons bien ce référendum, parce que la nouvelle constitution va nous consacrer, en tout cas, un article qui nous donnera le droit constitutionnel d'être représenté
à l'Assemblée nationale. Donc, on peut attendre. C'est le sacrifice que la diaspora malienne fait pour les Mali. Et nous demandons à vous tous, à tous les Maliens, d'en faire aussi autant. Et nous demandons aussi à nos frères et sœurs qui peuvent empêcher, à quelque niveau que ce soit, la tenue effective de ces élections, de se retenir, d'accepter qu'on va aux élections. On n'a pas le luxe de ne pas avoir une assemblée. Et après toutes les revendications, ils peuvent, ça peut être pris en compte dans la nouvelle constitution. C'est vrai que c'est une constitution qu'on va écrire, et quand vous serez dans les urnes, vous n'aurez pas le temps de dire tous les pages, c'est oui ou non, mais d'ici là, il y aura un mécanisme de communication, des consultations, et ce que nous proposons au président de la République, c'est d'appeler tous les partis politiques, ceux qui ont participé au DNI et ceux qui ne ont pas participé au DNI. Il est important de signaler, comme FSD a pris, IRD a pris acte, oui. Et ils vont aux élections. Donc, mais est-ce que tous ces facteurs, M. Haïdara, tous ces facteurs évoqués tantôt, est-ce qu'ils ne vont pas pousser finalement à un report de ces élections? C'est bien possible le report, mais si tous les Maliens se considèrent qu'on est un pays en guerre, si ils acceptent également, IAD et Amadou Koufa acceptent qu'on négocie, donc je crois que le terme de référence de leur négociation serait défini, et tout ce qu'ils veulent avoir, quelle que soit leur demande, ne peut être que après la révision constitutionnelle. Donc, il faut d'abord qu'on ait une assemblée nationale qui va voter une loi référendaire pour la révision constitutionnelle. Donc, refuser aujourd'hui d'aller aux élections, c'est comme vouloir refuser qu'on fasse la révision constitutionnelle, et refuser qu'on ait une révision constitutionnelle équivaut à refuser tout ce qu'ils vont avoir comme réclamation, comme demande. Donc, je pense que c'est un processus douloureux, mais qu'il faut accepter pour arriver à obtenir ce qu'ils vont demander qui soit acceptable. Parce que c'est une négociation. Donc, si tel n'est pas le cas, et je pense que la solution se trouverait dans la main du président de la République, et de convoquer tous les partis politiques pour leur dire, on a voulu aller aux élections, nous ne sommes pas arrivés à les faire, alors dites-nous à partir de là, qu'allons-nous faire? Nous, CSDM, on leur fera une proposition, parce qu'on est une force de réflexion dans les jours à venir. Très bien, Monsieur Mohamed Chérif Haïdara, merci d'être venu répondre à nos questions concernant notamment les négociations entamées ou en voie d'être entamées avec les djihadistes Iyad Agali et Amadou Koufa, mais également le report ou non des élections législatives dont le premier tour aura lieu le 29 mars prochain. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Voilà, chers téléspectateurs, c'est la fin de ce numéro de Coup Franc. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments à notre compagnie. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. Très belle soirée.